Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes vendredi 31 mars, il est 9 heures. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30 comme chaque week-end. Mina Abedé parmi nous. Bonjour Mina. Bonjour Noël, bonjour à tous. Comment ça se passe? Très bien. Très bien. Jusqu'à quelle heure? Oui, jusqu'à 10h. Ouais, après 10h, il y a la petite sonnette d'alarme comme ça qui commence à... Mais pas petite la sonnette d'alarme. Pas petite. Elle est grande. Pas à 10h quand même. La petite sonnette commence dans Elle a déjà 30 minutes. Ah, dans 30 minutes. Dans 30 minutes, Donc, il y a la 9h30. petite sonnette. Après? À 10h, il y a la grande sonnette. Et après, 15h, 16h, on fait Après, c'est comment? le coma. Après, oui, bon. Je pense que c'est un peu plus logique là. Hein. Ouais, après, Voilà. c'est... Manque de sommeil. Bah, écoute, c'est comme ça. C'est comme chaque année. Hein. Oui, comme chaque année, après Ramadan. Ramadan, franchement, Mina, c'est un peu le bouc émissaire quand il s'agit du sommeil. Hein. Il n'a rien à voir, Ramadan, avec le sommeil. Si. Ah bah écoute, faut bien un coupable. C'est ce que je disais. Non, mais en fait... C'est ce que je disais. Non, je t'explique. Comme je ne prends pas d'eau de la journée, donc je passe la soirée à boire. D'accord. Jusqu'à tard le soir. Tu penses que tu vas me convaincre avec ça? Ça a marché. Non. J'aurais Pas essayé. du tout. Pas du Mais en tout. tout cas, c'est la vérité. Je vais juste pour boire de l'eau. Juste pour boire de l'eau. Tu veux me faire croire ça? Je te promets que c'est vrai. Matin, il y a un vendredi 31 mars, nous sommes 9 Ramadan. Oui, c'est la vérité. Toute la soirée. Oui. Jusqu'à quelle heure? Ça dépend. Hier, allez. Enfin, hier aujourd'hui. Allez, 1h. 1h, 1h30. 1h. Ah oui. Ça va. Tu te réveilles à quelle heure le matin? À 7h? Non, pas à 7h, non. À 7h30. 7h30. Bah, écoute, tu as déjà 7 heures de sommeil. Hein, entre 6 heures et 7 heures de sommeil, bah, ça devrait suffire. Ouais. C'est pas suffisant. Oui, mais bon, pour le corps, ça devrait suffire. Ça devrait. Voilà, oui. Mais c'est pas suffisant. Nous parlons toujours au conditionnel, effectivement. Ça devrait suffire. Ça ne veut pas dire que ça va certainement suffire. Exactement. Effectivement. Bon, mais sinon, mis à part boire de l'eau en soirée, tu fais quoi? Je prends du café aussi. Du café? Avec quelques sucreries? Rarement. Allez, honnêtement. Hier, c'était Hier. Oui. Juste hier. Voilà. J'ai craqué. Donc, depuis le début de Ramadan. J'ai craqué qu'hier, en fait. Hier. Eh ben, bravo, Non, Mina. non. Bravo. Franchement, ça, c'est notre à... nutritionniste qui va être très, très contente de le savoir. Ce sera notre nutritionniste qui sera très contente de le savoir. Tu sais pourquoi? Parce que justement, aujourd'hui, elle va nous parler de sucre, de farine, de sel. Tu sais, les 3 blancs. Ben voilà. Voilà. Les 3 blancs. C'est ce qu'il y avait on sensibilise hier. aujourd'hui beaucoup autour des 3 blancs et c'est ce qu'il y avait hier. C'est ce qu'il y avait hier. Autour de la table. Voilà. Et bien justement, parlant de ces 3 blancs, parlant de tout ce régime alimentaire qu'on a tendance finalement complètement à chambouler hein, durant le mois de Ramadan. Encore une fois, le mois de Ramadan, bouc émissaire, n'est-ce pas? Ah oui. Alors que normalement, Ramadan... Normalement, mais bon. Normalement. Et bien justement, aujourd'hui, nous allons parler de ce normalement. De ce normalement. De ce normalement. Là, sur, le plan, voilà, sur le plan santé et sur le plan religieux aussi, puisque notre nutritionniste sera parmi nous ce matin. Elle va nous parler de tout ce chamboulement de régime alimentaire pendant le mois de Ramadan et qui ne peut avoir que d'impact néfaste finalement sur notre santé, particulièrement sur notre foie. Et donc justement, elle va accentuer le foie. Vous le savez, le foie est un organe vital. Et voilà, s'il est touché, donc parfois ça peut être irréversible. Alors, comment avoir un bon comportement alimentaire, nutritionnel, mais aussi comment avoir un bon comportement sur le plan religieux? Parce que notre religion aussi nous apprend, nous gère, nous oriente aussi comment avoir un bon comportement, l'éthique si tu veux, donc exactement. Du jeûneur pendant le mois de Ramadan. Et nous aurons un représentant justement du ministère des Affaires religieuses qui va nous en parler. Voilà, donc finalement, on va dire que tu as un bon comportement alimentaire hein, jusqu'à présent. Non, oui, ça va. Maintenant, ce qui reste, c'est le comportement du sommeil. Voilà, le gros problème, c'est le sommeil. C'est un peu le gros problème de tout le monde. C'est le gros problème, oui. N'est-ce pas? C'est le gros problème de Exactement. tout le monde. Et Dr Fethi Benachnou sera parmi nous comme chaque vendredi. Lui, par contre, il va s'intéresser toujours sur le plan santé. Tu sais, au premier antibiotique naturel qu'on donne aux enfants, ça te dit quelque chose? Oui. Par exemple? C'est l'allaitement. L'allaitement, effectivement. Le lait maternel. Il est vraiment considéré comme un antibiotique naturel, hein, d'ailleurs, n'est-ce pas?
Surtout si on respecte les 2 années d'allaitement. Donc effectivement, on va éviter beaucoup de problèmes de santé, d'obésité aussi. Donc pour les enfants, une fois arrivés à l'âge adulte. Donc docteur Benachnou, il va nous en parler puisque le 29 de ce mois, nous avons célébré la journée mondiale de l'allaitement. Dire combien l'allaitement est très important. Ça revient, ça avait disparu un petit peu à un moment donné, mais là ça revient. Ça revient, effectivement. Finalement, Mina, je ne sais pas si tu le ressens un petit peu dans la société, mais il y a quand même un retour vers les sources. Exactement. Un peu dans tous les domaines, déjà sur le plan nutritionnel. Donc aujourd'hui, quand on va par exemple dans les étalages, il y a beaucoup par exemple, on revient un peu à tout ce qui est blé complet, par exemple, n'est-ce pas? Exactement. Voilà. Au bio, on revient au bio aussi. On revient aux sources, tout à fait. Voilà, effectivement. Et Ramadan, qui dit Ramadan, dit aussi les soirées, dit aussi les rencontres, parce que reste quand même Ramadan est un mois fédérateur, n'est-ce pas? N'est-ce pas, Mina? Tout à fait. Voilà, donc même si on ne se voit pas tout au long de l'année autour de la table, Ramadan, c'est là, on va se voir autour de la table. Exactement. C'est Ramadan, et c'est là, on va passer nos soirées ensemble. Tout à fait. Comme quoi, c'est un mois fédérateur. Et parlant de soirée, justement, demain, au niveau de la salle Ibn Khaldoun, se tiendra un très beau concert de musique andalouse. Nous en parlons à la fin de notre émission. Voilà, donc pour le programme de cette matinée, ça te va? C'est parfait. C'est parfait. Merci encore une fois à Amal Almi qui nous a proposé ce programme. Pardon. Mais sinon, il va faire beau aujourd'hui? Il va faire surtout chaud. Il va faire surtout... Mais ça c'est bien ressenti ce matin. Hein. Oui, exactement. On l'a bien ressenti ce matin. C'est vrai. Déjà, vers 7h30, 8h, on a vraiment senti pas de brise, en tout cas. Ça promet. Ouais, ça promet. Bon, un peu plus de détails, Mina? Oui. Ce sera juste après cela. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Et donc, il va faire chaud. Une carte bien ensoleillée. Une carte bien ensoleillée, bien exactement. Ensoleillée, ouais. Un peu partout, sur tout le territoire national. On passe directement aux températures ou comment ça se passe? C'est comme tu veux. Grosse pensée à Amel Laribi ce matin. Oui. Grosse pensée à Amel Laribi ce matin. Elle doit être bien déprimée là. Ah, j'imagine. Pas de pluie. Oui. J'imagine. Une carte comme ça, c'est vrai que ça la déprime. Hein. Oui, oui. Bon, mais après aussi, le printemps s'est installé. Hein. Le printemps s'est installé, mais là, il fait un peu trop chaud. Là, un peu trop chaud. Donc, on va voir quand même des températures hors saison? Oui, on va voir des températures plutôt en hausse. Ah, d'accord. Donc, aujourd'hui, vendredi, ça veut dire vigilance à l'avance. Oui. Avant même de nous donner plus de détails. Donc, ça va être vigilance pour la journée, d'autant plus que... Exactement. Voilà, avec le jeûne. Tout à fait. Surtout qu'on ne s'hydrate pas. On ne s'hydrate pas, voilà. Oui, ça va être difficile. Et puis, c'est pas tout le monde qui passe toute la soirée à s'hydrater. Hein. Ah ouais. N'est-ce pas? Ouais. Oui, écoute, il le faut. Écoutons Mina Abed. Non, mais écoutons les conseils de Mina Abed. Excuse-moi, il faut bien boire de l'eau. Bien sûr, et on va veiller jusqu'à 1h du matin pour boire de l'eau. Ça, c'est un bon conseil. Oui. Voilà. Toi, tu ne peux pas prendre 1 litre d'un coup, c'est pas possible. Non. D'ailleurs, c'est très déconseillé. Hein. Oui. C'est très déconseillé. Même le week-end passé, le week-end d'avant, on a parlé en compagnie de notre nutritionniste et en compagnie du docteur Benachnou, effectivement. Et voilà. Non, mais tu as entièrement raison, on va prendre en considération ton conseil. Merci. Tu donnes un peu plus de détails? Oui. Allez, vas-y. Tu l'as fait, mais c'est pas grave. Oui, bon. J'ai donné des généralités. Maintenant, nous aurons besoin de détails. Bon, les détails, pas trop de détails là, mais bon. Oui, bon, c'est vrai qu'il n'y a pas trop de détails. Tu n'as pas parlé de soulèvement de sable, hein? Non. J'avais remarqué, mais je n'avais pas su le concept météorologique que vous avez l'habitude d'utiliser. Soulèvement de sable. Voilà. Et quelques nuages passagers. Oui, mais pas grand-chose. Hein. Waouh, mais j'apprends, hein. Voilà, elle a fait la première carte. Bravo. On passe à la deuxième directement. Les températures, s'il vous plaît. Non, je pense que tu devrais donner quelques plus de détails, hein, parce que là, je n'ai pas donné les régions, par contre. Écoute, c'est tout le territoire national. Tout le territoire national. Un ciel dégagé, allez, on va le faire. Un ciel dégagé à partiellement voilé sur l'ensemble des régions nord, à l'ouest, au centre, à l'est du pays, ainsi que sur les régions sahariennes, du nord Sahara vers l'extrême sud, en passant par la Saoura, le Sahara central au Gare et le Tassili, avec bien sûr de fréquents soulèvements de sable le long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Sahara central ou encore le Sahara oriental. Passe aux températures tout de suite. Les températures de cet après-midi, eh bien, on notera effectivement une hausse du mercure avec 30 degrés du côté d'Oran, 32 degrés à Tiaret, 31 degrés à Tlemcen, on notera jusqu'à 29 degrés du côté d'Alger, 26 degrés à Annaba et Oran, sur les régions sahariennes, 32 degrés Gardaya, 31
à Béchar, 37 à Tindouf, 36 à Drari, Insalah et enfin 38 degrés. Ce sera la maximale pour l'extrême sud et je tiens à rappeler que ce sont des températures à l'ombre, donc on rajoute toujours jusqu'à 3, même 4 degrés. On passe tout de suite à l'état de la mer pour cet après-midi. On notera une mer calme, un peu agitée sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 20 et 40 km/h vers les côtes ouest, entre 20 et 30 km/h sur le centre, et enfin entre 10 jusqu'à 20 km/h vers les côtes est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord. Pour cette journée, on notera un petit peu de pluie à Dallas, New York, de la neige à Montréal, des averses en revanche du côté de Vancouver. Et puis, côté température, on notera 27 degrés à Miami, 14 à New York, 5 seulement à Montréal, 28 Mexico et Dallas, et enfin 18 degrés en Californie. Encore une fois, excellente matinée et à tout à l'heure midi. C'est estival. La météo vous est présentée par Mobilis. 38. 38, maximum. Des températures carrément estivales, Mina. Il fera très très chaud Il aujourd'hui. fera très très chaud aujourd'hui, donc si on rajoute encore une fois les 3-4 degrés, Ça va dépasser largement les 30. ça va dépasser exactement. largement les 30. Exactement. Donc encore une fois, vigilance par rapport, Vigilance, aux températures. De toute façon, c'est le week-end, autant se reposer. Hein. Oui, voilà, autant se reposer, oui, N'est-ce c'est pas? vrai. Surtout qu'on veille, hein, généralement, beaucoup de personnes veillent, donc autant se reposer la journée. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Merci. Mina, pour tous ces détails. Mina, on se retrouve tout à l'heure après Journal télévisé du midi. Oui, Il y aura avec un peu plaisir. d'énergie pour ça. Bah écoute, ouais, on va essayer, tiens. On va essayer. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, on se retrouve tout à l'heure après Journal télévisé du midi, fait. après celui donc, De 18h. 18h. Et demain, Et demain, à partir de 9h, pour avec Bonjour plaisir. d'Algérie. Avec plaisir. Merci beaucoup, Mina. Allez, Merci. à tout à l'heure. Et on continue. Pause musicale. Comme à l'accoutumée, ce sera en compagnie de Amina Zohel. Et on se retrouve juste après. ناسك يا زينة البها يا الغزال غانو سموك يا ضيب صاري مولاتي غنية وانا يا في طرز شعري سميتك يا ولفي غانو ماري تزينك يا العذراء في النسوان البنات جلة وفات طيعتك الكلية وعظموك في المشواري بيعولك يا سلطاني وخدك حديد وورد فاتح وشفر سوداني والرقبة الباهية زادت القلب كيا والعيون سباب ضراري الكوني معاضي جبينو ناسك يا زينة البهاء يا الغزال غانو سموك يا ضيب صاري مولاتي غنية وانا يا في ظل شعري سميتك يا ولفي غانو الصدر قسطام المرمر زادهولي ومحاني والزنود كما السيوفة في وقت المشلية والشعر كظلي مسحاري هادو موصايفك غانو انا يا سباب ليعتي هي والفي غانو ملكت قلبي وغرامها راه زاد عليا وعطفت نيرة البصاري قواضري وحزانو حين نسمع باسمك تزيد شعل نيراني ما وجدت طبيب منك ولا حنية كيطير هايم على نوكاري راه خايف من عديانو ناسك يا زينة البهاء يا الغزال غانو سموك يا ضيب صاري مولاتي غانية وانا يا في طرز شعري سميتك يا لالا غانو
حين نشوفك يزداد عذابي ومحاني يصفر لوني وتذبل ذاتي ما هي ما وجدت الطبيب لضراري هاد الغرام والفيغان شوفي الحالتي اليوم يا العذرا كيراني متعذب فيه هواك وانتي يا راكي مهنية ياك بك يلقح نواري ونعود سلطان زمانو نطلب رب الكريم يبليك ما بلاني ودوقي لي عت الهوى والهجرة والكيا تبكي مبكى وبصاري تنسي الفرح وسلوانو ناسك يا زينة البهاء يا الغزال غانو سماوك يا ضي بصاري مولاتي غانية وانا يا في طرز شعري سميتك يا لالا غانو. Et de retour sur le plateau, et docteur Fethi Benachnou est parmi nous. Bonjour docteur. Bonjour, Sabah al-Khair. Sabah al-Nour. C'est super d'être accueilli par Amina Zoher. Amina Zoher. Et pour moi, c'est l'aération du Chabi. D'accord. Il est oxygéné. Le Chabi, c'est une certaine une légèreté, une certaine... et c'est bon par rapport à d'autres Surtout que pendant longtemps, le Chabi a été conjugué au masculin. Donc, oui, une voix féminine aussi, c'est vrai que ça donne autre chose. Il y avait à l'époque récemment, mais on n'entend plus parler d'elle, un orchestre, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont au courant, un orchestre féminin d'émigrés. C'était des filles émigrées qui chantaient le Chabi. On n'entend plus parler d'elle. Du moins, moi, peut-être que je n'ai pas l'information voulue. D'accord, je ne connais pas. Par contre, il y a un petit orchestre d'enfants, de petites filles, Chabi, qui est en train de se former en ce moment au niveau de l'association Ahl al-Fan. On les a même reçus d'ailleurs à Bonjour d'Algérie. Ah bon, ouais. C'était l'Aïd dernier, si je ne me trompe pas. Là, c'est des jeunes filles qui vivent en France et qui ont constitué un orchestre Chabi. Mais moi, du moins moi, j'entends plus parler d'elle. Je ne sais pas ce qu'il est devenu cet orchestre. Coco, si vous avez des informations, Bonjour d'Algérie. Avec plaisir en tout cas, ce sera avec plaisir. Alors aujourd'hui, docteur, nous allons parler de ce premier antibiotique, de cet antibiotique naturel, 100% naturel, qu'on va donner aux enfants. Pas uniquement antibiotique, c'est tout ce qu'il faut pour un nouveau-né. Tout, pour qu'il... Et le lait est fait pour ça. Par exemple, le lait de vache, qui est très prisé chez nous, il est extrêmement nocif pour le bébé. Parce que là, on a des références. Et le milieu féminin en Algérie, quand elles parlent entre elles au sujet d'une amie, d'une parente qui vient d'accoucher et qui prend... Alors il dit واحد الطفل il est joufflu quand tu fais ahmar et tout ça et bien médicalement parlant et au point de vue santé c'est très dangereux. Il est alors à un certain moment chez nous en Algérie ça reste encore que c'est une référence. Mon bébé il prend que du lait de vache. Or c'est très 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 mauvais. D'autant plus qu'on ramenait le lait de vache de certaines, pas écuries, c'est des trucs, un particulier a 2 ou 3 vaches qui, dans des conditions atroces, tout ça, sachant que la vache transmet la tuberculose. Donc c'est dangereux. Alors que, et en plus, tiens, il y a une mouche. Apparemment, oui, elle nous rend visite. Ça y est, c'est le printemps qui arrive. Et il y a le lait de vache contient beaucoup de matière grasse. D'ailleurs, chez nous, surtout les vendredis, on va chez le laitier, Jib Zubdat al-Bagara. Attention, il est riche en matière grasse. C'est pour le veau. Parce que le veau prend du volume très rapidement. Donc, ce qui fait. Et on dit que le lait de vache est fait pour le veau, pas pour l'être humain. Et d'autant plus que, docteur, le lait de vache qu'on donne aux enfants, donc il faut dire que c'est un lait qui est un petit peu travaillé, transformé, et il y a beaucoup d'additifs. Donc ce n'est pas non plus du 100% naturel. De la vache vers
le veau vient téter directement, tandis que nous, le qzdira qui est fait en fer blanc, tout ça, et ça mais c'est mauvais. Il est très très riche en matière grasse. Et ce qui fait que le gosse, le bébé, prend du poids, du joufflu, et c'est mauvais. Le meilleur lait adapté, c'est Allah quand il a créé une maman, et on a dit, on fait partie, les êtres humains, des mammifères, même les animaux. Pourquoi on dit mammifères? C'est toute femelle, c'est comme ça, je suis scientifique, toute femelle qui a des mamelles. C'est les seins, c'est les vaches, ça, ils produisent le lait pour leur bébé. Alors justement, docteur, par rapport à cette question, il y a beaucoup de questionnements qui se posent autour de cela, même avant l'accouchement. Donc la femme, elle appréhende un petit peu, on va dire, cette situation. Et la première question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on va avoir du lait ou on ne va pas avoir du lait? Alors qu'il y a un comportement finalement à adopter pour très vite avoir du lait. Alors quels sont ces comportements? Ce qui est important, et votre question, sincèrement, elle devrait être quotidienne et dans la prise en charge, le suivi des grossesses, on doit poser ces questions et permettre aux futures mamans, même on peut aller plus loin. Une grossesse, il y a 4 étapes. Il y a avant la grossesse, pendant la grossesse, pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc toutes ces étapes sont extrêmement importantes. Hélas, chez nous, notre système est fait de telle sorte, il est dévié. On a un système, je le répète à chaque fois, système national de santé qui est très bon, qui est adapté. C'est important dans le sens où nous, on a réduit la grossesse aux douleurs de l'accouchement. Douleur de l'accouchement, il y a un service de gynéco-obstétrique, il faut y aller, il y a des cliniques privées d'accouchement, on a réduit, je dis bien réduit, la prise en charge de la grossesse dans toutes ces étapes aux douleurs d'accouchement. Allez, vas-y, accouche. Et d'autant plus qu'il y a moi je connais des gens qui choisissent le nom, la clinique des jasmins, la clinique de l'ananas, la clinique je ne sais quoi, des trucs comme ça. Or, c'est très important de respecter, de prendre en charge les 4 étapes d'une grossesse, au sens large du terme. Et là, c'est important dans le sens où on doit préparer, selon votre question, c'est ça l'éducation sanitaire, c'est ça la prévention, c'est ça qui est important et on ne met pas assez le paquet, je le dis, dans notre fonctionnement vers l'allaitement naturel, l'allaitement maternel et c'est ça. Le lait, ça il faut. Premièrement, c'est un impact d'abord physiologiquement, dès qu'il y a accouchement, il y a automatiquement apparition du premier lait. C'est pas du lait, c'est du liquide. Là, j'aimerais avertir c'est le colostrum. Colostrum, très bien. Là, j'aimerais avertir les nouvelles accouchées et même leur entourage, leur maman ou leur belle-mère et autres. Ça, c'est important. Moi, j'ai connu le cas d'une femme où dans la famille, on désirait un enfant et qui tardait à venir. Paf, au bout d'un certain nombre d'années, il y a eu un an. Alors, il lui avait ramené un truc de l'étranger, toujours, de produits de nettoyage, pour le crème avant, après, tout ça, avec pour la maman, comment, avant de donner la tétée à son fils, d'allaiter son fils, de nettoyer. Alors, ils avaient mis un produit. Eh bien, l'enfant s'est retrouvé avec une allergie terrible. Or, rester naturel, garder l'odeur de la maman et surtout nettoyer le téton avant d'allaiter avec un petit gant. Non, même pas un petit tissu propre avec de l'eau tiède. Je n'ai pas dit chaude. De l'eau tiède et donner directement le sein à l'enfant. À peu près, à combien de temps après l'accouchement? Rapidement. Le colostrum. Dans la demi-heure qui suit. Dans la demi-heure. Là, c'est important. Pourquoi? Parce qu'en plus des bénéfices de l'allaitement, la maman et le bébé font un seul corps. Et vous êtes une femme et les femmes nous écoutent. Ça, c'est extrêmement important que le contact soit établi. D'autant plus
quand on donne la tétée à son enfant. Entre guillemets, docteur. Oui. Je pense que pour une maman, c'est probablement le Vos moment... yeux brillent, les yeux d'une maman. Oui, les yeux brillent parce Vous que voyez vraiment, que je c'est suis en train important. de revivre ce moment-là. J'ai même envie de dire, c'est probablement le moment le plus magique pour toute maman. C'est vraiment ce moment-là. Bien sûr. Vous savez, ce qu'on recommande, il faut être en intimité avec son nouveau-né plus qu'avec son mari. Parce que quand on est un couple, il y a un moment d'intimité. Eh bien, vous balayez tout ça quand vous êtes avec votre nouveau-né. Et très important, les mamans, et on le colle, la façon, voilà l'éducation sanitaire, voilà la prévention, notre système de santé sur le terrain, on doit le débat et appliquer ce qui se passe. La façon de tenir le bébé. Plusieurs mamans croient qu'elles vont l'étouffer. Or, non, il y a eu des études qui ont montré que la façon de préhension du bout du sein, elle laisse des parties pour que le bébé puisse respirer. Même s'il est collé, subhanallah al-azim, c'est fait qu'il continue à respirer. Deuxièmement, quand on allait son bébé, il faut se consacrer à son bébé. Ça, c'est très important. Et il faut lui parler. Beaucoup m'ont dit, mais pourquoi lui parler? Il ne comprend pas. Non. Il enregistre? 9 mois. Le bébé est dans le liquide amniotique, dans un milieu liquide. Et 9 mois, et quand on parle, et je demande aux mamans que parlez et mettez vos doigts de côté. Il y a des vibrations. Ça résonne. Ça résonne, il y a des vibrations. Pendant 9 mois, il y a des interactions aussi, docteur. Oui, je vais Il y a des interactions. Il suffit juste que la maman enceinte, par exemple, il faut juste qu'elle vive un petit moment stressant, un petit moment de bonheur. Très vite, il y a réaction. On le sent. Pourquoi je vous ai dit qu'il faut préparer les mamans? Ici, on prépare le mariage. Oui. On prépare la coiffeuse, on prépare les robes, on prépare la salle, on prépare les gâteaux. On prépare aussi la venue du bébé, mais c'est le trousseau, n'est-ce pas? Oui, trousseau, vous voyez, mais c'est en dehors, c'est vrai, c'est en dehors. Or, il faut préparer la maman et le bébé. Et maintenant, avec les éléments audiovisuels, tout ça, on peut expliquer. On peut faire des groupes de femmes. Chacune expose son angoisse, chacune. Que nos polycliniques et nos centres de santé soient adaptés à ces choses fondamentales, à ces comportements. Pas à distribuer des ordonnances. Voilà qui pose problème. Alors justement, parlons d'ordonnances, parlons de distribuer des ordonnances, parlons justement, encore une fois, d'encadrer une femme qui allait. Et la préparer. La préparer surtout. Alors il y a beaucoup d'idées reçues, docteur. Beaucoup d'idées reçues autour de l'allaitement. Lutter contre ça. L'une des idées reçues. On parle de fake news. Voilà, effectivement. Pas des idées reçues, des fake news. L'une des idées reçues, docteur, c'est l'alimentation, autour de l'alimentation de la maman qui allait. Alors très souvent, on va lui dire... c'est beau, voilà. C'est magique. Hein, et la maman, là, c'est le meilleur couple qui puisse exister. C'est magique, c'est un moment vraiment magique. Alors pour revenir... C'est vous qui le dites. Je le dis et je l'assume, et j'imagine que toutes les mamans sont d'accord avec moi. Oui, c'est vrai. Alors, par rapport à l'alimentation de la maman qui allait, docteur, l'une des idées reçues est qu'il faut beaucoup manger parce qu'elle doit manger pour deux. Donc c'est d'abord une idée reçue tout au long de la grossesse et encore une fois lorsqu'elle commence à allaiter. Donc finalement, quel est le comportement, on va dire, alimentaire d'une maman qui allait? Premièrement, d'abord, au moment de l'accouchement, il faut penser à la maman. Je pense à la maman. Oui. On a l'habitude dans nos sociétés et des roches tethaharra. Oui. C'est quoi? C'est piquant. Le haror. Et ça entraîne une vasodilatation des vaisseaux. Comme ça, elle va évacuer le sang. Deuxièmement, le lait, ce qui est important, il est produit par la maman. Évidemment, tout ce qu'elle mange aura un impact au point de vue goût. Il ne faut pas manger des éléments qui impactent le goût du lait. Monsieur, ne pas manger, mais éviter. Mais ces histoires fake news, il faut prendre des sardines, il faut prendre le halba, je connais toutes ces choses-là.
Non, je crois qu'elle peut s'alimenter le plus naturellement possible. Et en plus, si elle a été suivie pendant la grossesse, il n'y aura pas de carence chez elle. Elle sera en bon état de santé. Ça, c'est important. Éviter, corriger et surveiller une anémie, ça c'est important pour qu'elle puisse produire du lait. Le lait est produit naturellement, il n'est pas fonction. Même si vous ne mangez pas, il y a le lait qui est produit. Ça, c'est des études qui ont été faites hélas, 1000 fois hélas, dans les pays où il y a une malnutrition, où il y a une famine. Les mamans, vous avez vu, malgré un état de santé déplorable, c'est grave ce qui se passe en Afrique au point de vue malnutrition, et elles continuent à allaiter. Ça. Et je pose la question, est-ce que ce qui est le plus important, c'est le lien entre la maman et le bébé? Est-ce que c'est pas ça qui donne envie de vivre, qui donne? Donc l'alimentation, ne pas se goinfrer de lait, parce qu'on pense, voilà, c'est pas une fake news, c'est une idée reçue. Boire du lait, ça va donner du lait. Oui. Non. Alors que c'est une alimentation variée, équilibrée, voilà. Beaucoup de fruits, beaucoup de Alors, légumes. ce qui est une autre magie, encore une fois, parlant de la magie du corps, Viens docteur, voir, on devrait mettre la chanson de Sarah Aznavour. Eh ben Viens voilà. voir les magiciens. Non, mais vous êtes en plein dans le mille, hein, oui, ça, je très suis bien. Oui, effectivement. Alors, vous nous le dites aussi, hein, c'est une machine extraordinaire, le corps humain, n'est-ce pas? Voyons, vous en doutez. Du tout. Alors là, du tout. Voilà, et justement, docteur, encore une fois, le lait maternel, ce qui fait la particularité du lait maternel. Il y a beaucoup de publicités, on les voit, docteur. Alors, tel lait, par exemple, alors ce qui est un petit peu, encore une fois, fake, pour revenir aux fake news, tel lait, par exemple, il se rapproche beaucoup du lait maternel. Or, il n'y a aucun lait qui se rapproche du lait maternel, vu que, docteur, Jamais. Le lait maternel, ce qui est encore une fois magique dans le corps humain, c'est que le lait maternel produit par la même femme, si on produit par exemple plusieurs fois par jour, il n'y a aucun lait qui ressemble à un autre lait tout au long de la journée. Même la tétée qu'on donne au début, elle ne ressemble pas à celle qu'on donne à la fin. Au début, il y a le colostrum. Début, c'est une étape dans l'allaitement. Il ne vient pas comme ça. Le colostrum, c'est ça qui est important pour le bébé. C'est un premier lait. Attention, c'est un bébé. Il n'a pas l'équipement nécessaire pour digérer. Donc, la nature, Rabbi subhanahu a fait un lait qu'on peut digérer, qui ne porte pas préjudice. Subhanallah al-azim, au contraire, il protège le bébé. Deuxièmement, et c'est là où j'interviens pour la prévention, que notre système de santé soit appliqué effectivement, qu'il ne soit pas un instrument entre guillemets, de commercialisation et de commerce. Le lait, vous avez raison, le lait maternel est irremplaçable. Il y a alors, quand on dit comme le lait maternel, comme ça, c'est des spots publicitaires, ça n'a rien à voir. Il joue sur l'affectivité de la maman. Chez nous, et vous le connaissez, beaucoup de femmes disent « Maouchi shba », ce qui est une erreur. Quel que soit ce qu'il a tété, ça suffit, c'est amplement suffisant. Et elle culpabilise. Nous, on dit qu'on est capable de vous donner cette notion de « je te donnerai mes yeux », ça veut dire que c'est pour elle, elle dit « mon enfant », regardez les pièges publicitaires sur la boîte de lait, ils mettent un joli bébé rose, comme les cheveux blonds, les yeux bleus, comme si pour être beau, il faut avoir les yeux bleus. Ça, c'est un truc, on en parlera. Alors là, je pense que c'est une image assez représentative, docteur, parce qu'on voit très très bien la différence entre le lait maternel et le lait de vache. Donc on voit que le lait maternel, quand même, est très léger. Mais après, il faut voir ce qu'il y a à l'intérieur. Hein. Voilà, ça c'est important. Très léger et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Il n'est pas léger comme ça. Bon, pour calmer certaines personnes, c'est la nature. Moi, je dis que c'est Allah. Il sait ce qu'il fait, astaghfirullah. Et c'est lui qui a créé. Deuxièmement, il y a une notion chez nous
les mamans disent M'skin maouchi shba. Alors, et même le piège publicitaire, le fait de mettre un joli poupon, il y a une pensée qui s'installe chez la maman parce qu'elle est prête à tout donner pour ça. Elles disent alors entre copines, entre femmes, oui, c'est ce que j'allais dire. L'entourage aussi impacte beaucoup, docteur. D'accord, mais vous pourrez éviter si au cours, on met le paquet, une politique nationale d'éducation sanitaire, de prévention, où on efface ces fake news. Pas uniquement la journée mondiale de l'allaitement. Arrêtons de fêter la journée mondiale. La journée mondiale, c'est pour faire une halte, c'est pour faire un bilan, mais le travail se fait tout au long de l'année. Mais le travail doit être tout fait. J'espère que la semaine de prévention qui a été initiée il y a quelques jours par le ministre de la Santé, j'espère que ce ne sera pas uniquement une occasion de ramener la télévision, de parler, et que réellement on s'engage dans ce pays en matière de santé dans la prévention et la préparation. Donc vous voyez qu'il faut soustraire, éviter aux femmes, aux mamans, ces histoires de lait artificiel, de lait... Alors, quelque chose, attendez, c'est important. Beaucoup de mamans allaitent leur bébé. Et pour aider, tout ça, on donne un lait artificiel. Lait artificiel qui est sucré. Et beaucoup de mamans m'ont dit, quand ils goûtent au lait artificiel sucré, dès qu'on le présente, ils rejettent. Vraiment, elles font le geste, je m'excuse, je refais ils refusent la tétée. Parce que ça y est, il a touché. Et pour éviter le diabète, parmi les recommandations de prévention contre le diabète, on doit au maximum retarder le contact avec le sucre. Et le lait artificiel sont sucrés, ce que n'est pas le lait maternel. Effectivement. Alors justement, l'introduction du lait artificiel, docteur, fait que le bébé effectivement rejette par moment la tétée. Bon, c'est pas le cas de tous les enfants, hein. Ça reste encore une fois du cas par cas. Mais beaucoup de femmes m'ont dit, elles ont fait le geste. Ils refusent le sein. Voilà. Mais pour clôturer ce sujet quand même, il est très important, docteur, aussi, au moment de l'introduction de la nourriture, au moment de l'introduction donc des repas pour les enfants, là aussi, la maman, parfois, elle se dit c'est bon, alors oui, je perds, donc c'est bon. Le ratio qu'on lui donne de nourriture va lui suffire, donc autant arrêter l'allaitement. Là, non. Alors, l'allaitement est une étape extrêmement importante pour l'étape psychologique de la maman et de l'enfant. Il y a cet aspect-là au-delà de l'aspect nourriture. Deuxièmement, pourquoi je dis qu'il faut une prévention, une éducation? Et on a en Algérie un instrument merveilleux dans notre système, les PMI. Ça relève de la puéricultrice. Et on a le livret de santé, le carnet de santé, qui donne les étapes. À chaque étape, combien de tétés, combien de tous ces éléments-là. Il faut préparer la mariée. La coiffure, les gâteaux, tout ça, mais il faut également la préparer à la vie de maman, à la vie qui va avoir un enfant, tout. Et attention, ne pas mettre le paquet uniquement sur la maman, c'est elle qui est dans le milieu central, mais les papas doivent aussi... Les frères et les sœurs aussi. Les frères et les sœurs et l'entourage. C'est vrai qu'ils ont un impact aussi très important. Surtout chez nous en Algérie, un bébé n'appartient pas à la maman, il appartient à la belle-mère. Il faut lui faire ça, il faut lui donner telle tisane, tel ceci, et même parfois dire il ne faut pas l'allaiter, artificiel. Effectivement. Et donc, encore une fois, docteur, mot d'ordre, c'est vraiment encourager aujourd'hui les mamans à allaiter. En tout cas, merci beaucoup. Les préparer, les accompagner. Grâce dans les polycliniques, les PMI, et arrêtons de penser clinique d'accouchement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, docteur, d'être revenu encore une fois sur ce sujet très, très important. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une autre thématique. En tout cas, merci beaucoup, docteur. On continue. Cette fois-ci, nous allons aller en visite à la mosquée de Sidi Ourba. Et donc, ce sera en compagnie de notre ami Khalil Ourbi. On se retrouve juste après. Érigée en l'an 686, la mosquée a été construite autour du tombeau de Uqba ibn Nafi' al-Fahri.
C'est la troisième plus vieille mosquée au Maghreb. 350 ans après l'inhumation du compagnon du prophète, que le salut soit sur lui, elle fit l'objet de plusieurs opérations d'embellissement. Elle devint un important centre de rayonnement culturel et cultuel et vit le passage d'éminents ulémas. C'est le plus ancien monument cultuel après la mosquée de Qayrawan et la mosquée d'Abu Hajar Dinar de Mila. Son architecture est inspirée de celle de la mosquée du prophète, que le salut soit sur lui, à Médine. La mosquée a été classée patrimoine national en 1996. Il en est de même pour le mausolée de Uqba ibn Nafa, classé la même année. La mosquée abrite un ensemble de vestiges dans la porte de Tobna, classée au temps du colonialisme en 1900. La mosquée est considérée comme l'un des plus importants sites culturels, historiques et touristiques en Algérie et à Biskra en particulier. Il faut souligner que le plan original de cette mythique mosquée est d'une très grande simplicité. On atteste l'usage de matériaux simples comme le bois, la pierre ou encore les troncs de palmiers recouverts de mortier de chaux. Elle fait aujourd'hui partie d'un grand complexe cultuel. Uqba ibn Nafa est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De retour d'une expédition qui le mena jusqu'à l'Atlantique, ce sahabi prit la route du Tel saharien qui traverse la localité de Tobna, l'actuelle Berika, et c'est à Tahoudda, situé à 6 km de Biskra, qu'il trouva la mort dans une bataille contre Koussaïla. Il avait 64 ans. L'identification de son tombeau fut possible grâce à une inscription en caractère koufi grafée sur une plaque recouvrant sa sépulture, et c'est autour de ce dernier qu'a été érigée la mosquée. La mosquée enregistre un important taux de fréquentation et draine beaucoup de visiteurs nationaux et étrangers, vu la portée cultuelle et historique de cet édifice, mais aussi de toute cette région propice au tourisme religieux notamment. Et de retour sur le plateau, c'était donc un reportage de Nakhla Al-Arbi. C'est intéressé cette fois-ci donc à la mosquée Sidi Uqba. Et cette fois-ci, nous allons parler donc du comportement du jeûneur durant le mois de Ramadan. Et ce sera en compagnie de notre invité, à savoir M. Farouk Zemmouri. Marhaba bik. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Alors, vous êtes imam. Oui. Voilà, et aujourd'hui, en votre compagnie, nous allons parler du comportement ou de l'éthique du jeûneur. Alors, lorsque le mois de Ramadan vient, donc c'est censé être un mois de piété, c'est censé être un mois de méditation, de prière, et malheureusement, on voit parfois et souvent le contraire, n'est-ce pas? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Certes, l'islam a des finalités quand il prescrit les actes d'adoration. Quand on voit par rapport à la prière, Allah nous ordonne d'accomplir la prière afin de condamner ce qui est blâmable. Et en parlant sur la zakat, l'aumône légale, il a comme finalité de purifier l'âme. Et par rapport au jeûne, Allah dit dans le Coran, « Oh les croyants, on vous a prescrit le jeûne comme il a été prescrit à ceux d'avant vous, afin d'atteindre la piété. » Ça veut dire la personne qui a la foi faible en soi-même, par la pratique du jeûne, il va atteindre un certain degré de piété. Il va s'élever dans la piété. Et quand on parle de la piété, c'est de craindre Allah Azza wa Jal, ainsi de se comporter en bien avec tout le monde, avec soi-même, avec son entourage, avec l'environnement, avec les animaux. Et ce qui est remarquable, que la personne, quand il entre dans cette adoration du jeûne, c'est comme s'il s'inscrire ou adhérer à une académie ou bien une école spécifique. C'est l'école du jeûneur, c'est l'école de Ramadan. Cette école, il va traverser certaines étapes pour atteindre la maîtrise de soi-même. Car le sens juridique du jeûne, c'est bien de s'abstenir de ses désirs. Donc la maîtrise de soi-même. Si la nourriture, qu'elle est quelque chose de bien et licite à la personne, il ne peut pas se permettre de manger toute la journée, ainsi une partie de la nuit, juste pour atteindre ce degré de piété. Donc,
après Ramadan, il se trouve qu'il peut se maîtriser de ne pas tendre la main au bien des autres. Oui. Donc, Ramadan, il grave dans nos âmes un changement énorme dans notre comportement. Car l'essence de l'islam, c'est bien l'éthique, le bon comportement. Oui. Donc, la personne qui entre dans cette école, elle ne va pas sortir comme il était au début. D'ailleurs, si le jeûne accepté et validé, si le jeûne que la personne s'abstient de ne pas de manger et de boire, mais dans le vif et dans le vrai sens du jeûne, c'est bien que la personne s'abstient de tout péché. Voilà. De tout acte qui outrepasse les limites d'Allah tabaraka wa ta'ala. Alors justement, Monsieur Zmouri, par rapport à cette éthique, par rapport à ce comportement, par rapport à cette école, encore une fois, donc c'est ce qu'on s'attend du mois de Ramadan, c'est que vraiment un retour vers les sources, un retour vers les principes de l'islam. Mais effectivement, lorsque nous sommes donc dans la rue, lorsque nous sommes dans les marchés, on voit qu'il y a un comportement qui est parfois contraire. Donc finalement, au principe de l'islam, il est contraire de ce que nous attendons du mois de Ramadan, n'est-ce pas? Certes, tout observateur qui voit les musulmans pendant Ramadan, il prend une idée fausse sur le vrai sens du jeûne. Certains de nos comportements, ils sont à l'égard du vrai comportement de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant Ramadan, ainsi de nos pieux prédécesseurs. D'ailleurs, Jabir ibn Abdullah, un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit « Quand tu jeûnes, que ton ouïe, que ta vue, que ta langue jeûnent aussi. » Ça veut dire on doit délaisser toute vue envers les choses illicites. On ne doit pas écouter les mensonges, on ne doit pas écouter toute calomnie. Donc, il y a un changement dans la personne quand il entre dans ce mois-là. Donc, certains de nos pieux prédécesseurs, comme Ibrahim al-Nakha'i, disait que le jeûne n'est pas valide si la personne ne délaisse pas les péchés. Heureusement que la majorité des savants disaient que le jeûne validé, c'est celui qui s'abstient de ne pas boire et de boire et de manger. Mais le vrai sens, le jeûne qui sera rétribué par Allah Azza wa Jal, c'est le jeûne de tous les membres. Ça veut dire, c'est pas que le ventre, mais tous les membres de la personne. Le cœur, l'esprit. Oui, certes. Ça veut dire qu'il diminue la rétribution. Oui. Si une personne dort toute la journée, si la personne ne change pas de son mauvais comportement, donc quelle sera la finalité de ce jeûne? Juste de s'abstenir de manger et de boire? Non. L'islam, quand il prescrit une adoration, comme le jeûne, il a derrière des finalités, c'est bien d'atteindre la piété. Et les personnes pieuses, c'est ceux qui observent Allah Azza wa Jalla dans tout leur chemin de vie. Et surtout que le jeûne, à lui seul, est une adoration très particulière parce que c'est la seule adoration qui est destinée à Dieu directement, alors que toutes les autres adorations, c'est pour nous. Oui, dans le sens du hadith al-Qudsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que toute adoration appartient à le fils d'Adam. Ça veut dire on connaît déjà sa rétribution. Si on fait une unité de prière, ça veut dire qu'il sera rétribué et l'adoration sera multipliée par 10 jusqu'à 700 fois. Mais quand la personne entre et commence et entame le jeûne, les anges ne savent pas comment la personne sera rétribuée, car Allah a réservé cette adoration à lui-même par chance, que cette personne, quand elle a la bonne foi et quand elle a la bonne intention en faisant le jeûne, donc Allah Azza wa Jalla, c'est lui seul qui va la rétribuer, car le sens du jeûne, c'est bien la patience, c'est bien l'endurance. La personne, quand il maîtrise soi-même et quand il est sincère dans son adoration, il atteindra un certain degré que même les anges ne savent pas comment le récompenser par Allah Azza wa Jalla. Donc dans ce sens-là, les personnes qui jeûnent, ils doivent observer le vrai sens du jeûne. Ça veut dire la maîtrise de soi-même. Et ça se reflète sur le bon comportement envers autrui. Voilà, alors la maîtrise de soi-même, c'est on va dire, le challenge le plus difficile, le mois de Ramadan, parce que c'est vrai que la vie est stressante tout au long de l'année. Arrivé le mois de Ramadan, on n'est peut-être pas prêt à se maîtriser, on n'est peut-être pas prêt vraiment à avoir le comportement idéal
pour ce mois-ci. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire justement pour avoir un mois de Ramadan donc complet, on va dire, et surtout garder tous ces bienfaits même tout au long de l'année, parce que après la finalité, c'est pas que le mois de Ramadan, la finalité c'est tout au long de l'année, n'est-ce pas? Pour se bien préparer, il y a le mois précédent qui précède le mois de Ramadan, c'est bien de Shaban. Donc il est fortement incité à faire le jeûne. Ça veut dire que la personne se prépare. Le premier jour de Ramadan, malheureusement, il y a certains gens qui te disent épargne-moi de moi parce que je suis en jeûne, en Ramadan. Oui. Ce n'est pas le comportement du vrai musulman. Ce changement des habitudes des gens qui ont... Brutal, c'est un changement brutal. Oui, donc la personne qui veut bien entamer cette période de Ramadan, il se prépare bien en avant que le mois de Ramadan, en faisant le jeûne surrogatoire. Ainsi, en observant toutes les finalités de ce mois. Ça veut dire observer la piété et s'entraîner à la maîtrise de soi-même. Et aussi, la personne doit toujours écouter les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont sa mission était de parachever les nobles caractères. Je n'ai été envoyé qu'afin de parachever les nobles caractères. Donc notre prophète, c'est notre modèle. Il se comportait en Ramadan en œuvre, en bien-œuvre, et il aussi diversifie ses actions. Ça veut dire si en dehors de Ramadan, il faisait la prière nocturne, en Ramadan, il doublait. S'il donnait l'aumône en Ramadan, il double ses efforts. Donc on doit observer notre modèle, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour atteindre le vrai sens du jeûne. Et dans cela, il faut bien savoir que la personne qui jeûne, le vrai jeûne, c'est la personne qui va atteindre certains degrés et à ne pas reculer après Ramadan. Ça veut dire quand la personne entre dans cette académie, il va entamer quelques modules, la patience, l'endurance, la générosité, le bon comportement envers autrui, observer Allah Azza wa Jal, être habitué aux bienfaits, et après il va continuer dans ce sens. Alors, il y a donc ce côté, on voit un petit peu les gens un petit peu s'énerver, un petit peu stressés, mais il y a aussi un autre côté, un autre bon côté, on va dire, de Ramadan, c'est un peu ce volet solidarité. Donc, on voit que durant le mois de Ramadan, déjà, les Algériens sont connus par la solidarité. On les voit pratiquement dans toutes les situations, dans toutes les crises que les pays a pu faire face. Et le mois de Ramadan, donc, on voit un très bel élan de solidarité. Alors aujourd'hui, surtout avec les facilitations pour avoir l'agrément des comités de quartier, où avant c'était beaucoup plus ces associations donc, qui pouvaient donc, organiser j'ai envie de dire, ces images de solidarité. Aujourd'hui, ça se passe pratiquement dans chaque quartier et ça c'est magnifique, n'est-ce pas? Heureusement, il y a toujours le bon côté de chaque chose. Quand on dit le bon comportement, ça veut dire que la majorité des Algériens sont dans ce sens-là. Et le sens de la compassion, on l'observe très bien pendant le mois de Ramadan. D'ailleurs, c'est parmi les conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam que la personne fait partager sa nourriture avec les gens au moment de la rupture du jeûne. Et il récolta la récompense de celui qui jeûne sans dédier cette récompense du jeûneur. Donc, dans ce sens-là, il y a des gens qui dépensent énormément d'argent et de biens pour faire nourrir les gens qui sont dans la nécessité. Et ça, c'est un caractère noble des Algériens. Dans notre quartier, par exemple, on prépare Rafat Ramadan pour les gens nécessiteux. Ainsi, on prépare aussi des ftors en collectif. Les passagers, ceux qui empruntent la route aussi, on trouve des jeunes qui portent des gilets, juste ils te supplient juste pour honorer sa table. Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit le bien est en moi et en ma communauté jusqu'à le jour du jugement dernier. Donc toujours il y a ce bon côté du comportement, mais on insiste toujours à éviter toutes les erreurs et à observer le vrai sens du jeûne. C'est bien que la personne, quand il sort de ce mois, de cette académie, il sera pardonné par tous ses péchés antécédents. Alors justement, ce qui est intéressant dans tout cet élan de solidarité, c'est qu'on voit, je ne sais pas si vous êtes d'accord, M. Zemmouri, c'est que parfois il y a des personnes qui ne sont pas forcément dans le besoin, mais ils vont
vers ces dîners collectifs juste pour être en groupe, juste pour être avec la communauté. Donc c'est vraiment un moment de partage. Donc on n'est pas forcément dans le besoin, mais ce moment de solidarité, ce moment de partage, ce moment de se retrouver aussi est très important pour certaines personnes, n'est-ce pas? Certes, parmi les finalités du jeûne, c'est bien de sentir les douleurs des gens nécessiteux. Il y a des gens, pendant toute leur vie, ils ne tombent pas dans des périodes aussi critiques que vivaient les gens qui sont dans la nécessité. Donc la période du mois de Ramadan, c'est une période et c'est un mois de compassion, c'est un mois de partage et de solidarité, et c'est ce qu'on observe dans notre société. En tout cas, c'est ce qu'on espère aussi, c'est qu'on en sort quand même assez, on va dire, vainqueur de cette académie, Inch'Allah, à la fin du mois. Espérons pour tous les musulmans. Espérons pour tous les musulmans, effectivement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin, de nous avoir encore une fois éclairé des conseils aussi par rapport à notre comportement du mois de Ramadan. Je rappelle, Monsieur Farouk Zemmouri, vous êtes imam. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci, nous allons aller du côté de la Casbah, puisque le mausolée de Sidi Abdelrahman a été réouvert après une restauration. Donc je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Le mausolée Sidi Abdelrahman al-Ta'alibi est le monument cultuel le plus emblématique d'Alger. Construit au XVIIe siècle, les habitants d'El Mahroussa ont érigé ce penseur et théologien en père spirituel et saint patron de leur ville. Ce joyau patrimonial a retrouvé son lustre d'antan suite à une importante restauration qui aura duré 4 années. On a tout fait pour restituer et redonner l'image authentique et historique des lieux. Donc il y a des matériaux, par les matériaux authentiques, donc nous avons récupéré et restauré différents éléments décoratifs, éléments architecturaux, que ce soit aussi les colonnes, les arcs, les différents types d'ouvertures. La restauration de ce site a touché plusieurs endroits, tels que les tombeaux de Saint-Patron, Wali Dada, Sidi Mansour, Sidi Flih et Sidi Wadah, et bien sûr le cœur de l'ouvrage, le mausolée de Ta'alibi. Sous cette roba repose la sépulture du Saint-Patron, dotée d'un mihrab orné d'authentiques éliges qu'on retrouve sur les murs. Les fenêtres et les portes ainsi que le cercueil ont permis l'usage d'une très ancienne technique, la polychromie. Les travaux de restauration, ils ont touché beaucoup plus pour les différentes polychromies que nous avons trouvées sur les arcs, les menuiseries, les chasses, les fenêtres et le mihrab aussi. Donc nous les avons récupérés et restaurés d'une manière très très minutieuse avec des artisans très très compétents, des Algériens, Dieu merci, qu'on félicite en passage. Donc on a beaucoup travaillé sur ça pour récupérer les différentes couleurs initiales et les différents temps. Donc mais en parallèle, nous avons laissé des témoignages, des fenêtres archéologiques qui témoignent de l'authenticité et du travail initial qui a été fait. Nous avons rencontré des visiteurs charmés par la beauté et la quiétude du lieu. Bon, je viens de Marseille et personnellement, vraiment, c'est un grand plaisir de retrouver un lieu comme celui-ci, qui est chargé déjà de spiritualité forte. On connaît tous Sidi Abdelrahman. Et en plus, au voir cette restauration, ce goût au niveau de l'architecture, on trouve beaucoup de calme, on sent vraiment l'histoire, on sent une charge vraiment religieuse importante. راني فرحان ومبهور très satisfait parce que انا جيت من قبل وزرت من قبل plusieurs fois الحمد لله واليوم نشوف بلي كاين ان غران شونجمون راديكال on peut dire بلي عاود رجع لاصله. Ici, tout se visite. Une douila représente les charmes d'une habitation de la Casbah. Il y a aussi le cimetière des Tolba, où sont inhumées d'imminentes personnalités. On citera l'Édey d'Alger, Ahmed Bey Ben Chneb al-Roudoussi, fondateur de la première imprimerie algérienne. Visiter ce lieu, c'est aller à la rencontre de l'histoire algérienne.
Et c'est donc la réouverture du mausolée de Sidi Abdelrahman. Et c'est Lamia Boudbouda qui s'est intéressée à ce sujet. À présent, revenons au dossier santé. Et nous allons parler donc de toute cette mauvaise alimentation qui a un impact néfaste sur notre foie. Et nous en parlons en compagnie de notre nutritionniste, docteur Yasmine Belgueddih. Bonjour Yasmine. Bonjour. Comment ça va? Alhamdulillah. Ça se passe bien? Ça va. 9e jour de Ramadan? Parfait. Parfait, très bien. Oui, j'imagine il y a de bons conseils alimentaires pour justement être en forme tout au long de la journée. Pour rester en forme toute la journée. Pour rester en forme tout au long de la journée. Justement, Yasmine, aujourd'hui nous allons parler de ce sujet. Et finalement, nous ne sommes pas vraiment à l'abri, hein. Nous sommes quelque part tous concernés. Oui. Grand et petit. Oui. Grand et petit. Donc le foie. Voilà. Le foie, oui. Foie gras, mais foie gras humain. Voilà, le foie gras humain. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que notre foie, malheureusement, il n'a pas de terminaison nerveuse. Donc, on ne ressent aucune douleur. Quand il est malade, ça passe inaperçu. Donc, généralement, quand c'est l'impact, les mauvaises habitudes, la mauvaise alimentation, paf, avec le temps, on développe un foie gras, mais on reste asymptomatique. Oui. Asymptomatique sur une très longue durée. Voilà. Alors, si on n'y remédie pas vite, on va évoluer vers des maladies encore plus graves. D'abord, je vais expliquer brièvement le rôle du foie. Qu'est-ce qui fait le foie? Alors, le foie, c'est toute la journée, il va régler notre glycémie à jeun. Il va essayer de garder une glycémie entre 0,7 à 1,10. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'il fait aussi? Il va faire, c'est le réservoir, les facteurs de la coagulation pour éviter de faire des hémorragies. C'est le réservoir de toutes les vitamines, minéraux, fer, vitamine A, vitamine D, la B12. Et aussi, il a un rôle, il fabrique de la bile pour une bonne digestion alimentaire. Et il fait du cholestérol. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, le cholestérol, il provient pas de... Enfin, la plus grande partie du cholestérol est fait par le foie. 75% du cholestérol est fabriqué par le foie. On avait l'habitude de dire il ne faut pas manger ça, ça donne du cholestérol. Les œufs, il ne faut pas les manger, ça donne. C'est des fausses idées. Encore une fois, des idées reçues. Encore une fois. Un jour, on fera un thème sur le cholestérol. Vous allez avoir des surprises. Donc, je disais déjà, le cholestérol, il est nécessaire. Lui-même, c'est un antioxydant. Donc, il protège contre les radicaux libres, il renforce notre système immunitaire, il est indispensable pour nos hormones, pour les membranes cellulaires. Voilà, tout ça, c'est le rôle de le cholestérol. Et donc, l'impact de notre mauvaise alimentation sur le foie. Par exemple, on va parler, comme Rana fait Ramadan, on va parler de la table spéciale Ramadan. Alors, par exemple... C'est vrai que Ramadan, toutes les exagérations sont présentes. Alors, par exemple, toute la journée, on est à jeun, le foie, il est au repos, nos intestins sont au repos, et puis, mal iftar, paf. Un choc, voilà. C'est un choc alimentaire. Exactement, un choc alimentaire. On avait dit que le foie, il était responsable de régulariser la glycémie. Le pancréas, par contre, c'est lui qui sécrète l'insuline. Qu'est-ce qu'il fait? Avec l'insuline, il va prendre le sucre et le faire rentrer dans nos cellules pour produire de l'énergie. Mais le foie, c'est lui qui essaye il est tout le temps en travail. Il essaye de régulariser la glycémie. Alors, à l'iftar, on a à table toutes sortes de pains. La baguette à l'olive, la baguette au fromage, le pain au fromage, le pain étoile, le pain d'orge, le bourek. Alors, le bourek, c'est les feuilles de farine. Diol, c'est feuilles faites avec de la farine, de la friture. On a aussi les briques, les briouettes. Après Sahara, on parle de... Après, il y a le plat. Bon, d'accord, ça dépend. Le plat, des fois, s'il y a des légumes et tout ça, la salade et tout ça, mais surtout, c'est le pain. Et le bourek, le briouette, le brique et tout ça, surtout s'ils sont frits. Maintenant, on a dit que... sur la toasteuse. Exactement. Et sinon, dans la table de Sahara, par exemple, la zlabia. C'est du sucre enrobé de sucre.
Free. Là, c'est la totale. Hein. Voilà, c'est la totale. Alors, on a de la farine, du sucre, du colorant et de la friture. Donc, tout ça, qu'est-ce qui va impacter, qu'est-ce qui va avoir comme conséquence sur notre foie? Tout ce qui est mauvais pour la santé, tout ce qui est mauvais pour le corps et tout ce que le palais adore. Adore, c'est ça. Parce que je vais vous expliquer encore. Le sucre, alors quand on mange du sucré, on a un noyau au niveau du cerveau, il sent la sensation de bien-être. Oui. Mais il sent la sensation de bien-être, le cerveau, il est là, oui, mais plus on mange, plus on en veut. C'est ça. On ne s'arrête pas. Quand on mange un bonbon, quand on a, par exemple, une assiette de bonbons, on ne s'arrête pas. Parce que le cerveau, il en demande à chaque fois. Après, avec le sucre, il va où? Alors, je vais parler par exemple qui met les gâteaux, les boissons sucrées, la limonade, le sherbet et tout ça, c'est fait avec du sucre. Le sucre blanc, c'est quoi? C'est du saccharose. Le saccharose, c'est quoi? C'est fait avec du glucose et fructose. Le glucose, ça va, il va dans le sang directement. L'insuline, elle est sécrétée, elle prend avec le glucose, elle va le mettre dans les cellules. Ok. Le fructose, par contre, non. C'est un sucre qui est le sucre de fruits parce qu'il est présent aussi dans les fruits. Oui. Mais le fruit, c'est différent parce qu'un fruit, il contient des vitamines, des minéraux, des fibres. Donc, on n'a pas les fruits. Oui. On va parler à le fructose, tu as le saccharose, tu as le sucre blanc. Alors, avec le sucre, il doit être traité dans le foie avant d'être libéré dans le sang. Donc, le foie, il va fournir beaucoup d'énergie pour faire les réactions chimiques. Il va prendre beaucoup de temps. Et quand il traite le fructose, il met en parallèle tous les autres aliments. Stand-by. Oui. Alors, quand on prend des médicaments, par exemple, au lieu de métaboliser avec le médicament, il va le laisser dans le sang. Donc, le médicament, il va doubler son effet. Donc, voilà. Avec le sucre, le fructose, qu'est-ce qu'il fait? Quand il le traite, il l'envoie dans le sang. L'excès, qu'est-ce qu'il va faire? L'excès de fructose dans le foie, il va le stocker dans le foie. Oui. Voilà. Et ça donne le foie gras. Il va le stocker au départ sous forme de triglycérides dans les tissus graisseux. Donc, ça va dans les viscères au départ. On bat le tissu graisseux sous-cutané. C'est comme ça qu'on a le surpoids, l'obésité. Ça provoque aussi le diabète aussi. On bat avec l'excès, hop, il le garde dans son parenchyme et hop, ça nous fait un foie gras. Le foie gras, au départ, il est asymptomatique. Très souvent, on le découvre en faisant un bilan de routine ou une écho de routine. Ou là, des fois, quand on ne découvre pas, qu'est-ce qu'il va faire le foie? Il va essayer de se protéger. Qu'est-ce qu'il va faire? Les cellules le foie, elles vont gonfler, paf, elles vont commencer à éclater. Oui. Et c'est là, quand on fait un bilan, on va trouver les enzymes hépatiques très élevées. Et c'est la sonnette d'alarme. Après, si on ne réajuste pas notre alimentation, un rééquilibrage alimentaire de l'activité physique pour brûler avec l'excès de sucre, ça va évoluer vers de la fibrose. Ça va évoluer encore vers de la cirrhose et le cancer est là. Donc, l'alimentation, c'est le point de départ. Je me dis, c'est l'alimentation, c'est la santé. Je m'en veux de beau matin, Yasmine, je m'en veux. Je suis en train de me dire maintenant, si je vais aller faire un bilan, par exemple, je vais aller faire une échographie, quel est l'état de mon foie aujourd'hui, finalement. Mais bon, on a dit, au premier stade, c'est récupérable. C'est récupérable. C'est un régime. Juste un régime. Voilà. Enfin, on va dire rééquilibrage alimentaire pour ne pas probablement choquer aussi, parce que quand on parle de régime, on parle directement de restriction. Non. Mais là, c'est vraiment un rééquilibrage. Exactement, rééquilibrage. On écarte tout ce qui est toxique pour le foie. Oui. Alors, Yasmine, c'est vrai que lorsqu'on parle de rééquilibrage, il est un petit peu difficile, on va dire, d'en parler durant le mois de Ramadan. Parce que c'est vrai que le mois de Ramadan, on doit, finalement. C'est vrai qu'on en parlait juste avant ton arrivée en compagnie de notre invité, du bon comportement du jeûneur. Mais reste que Ramadan, le bon côté de Ramadan, on va dire, c'est que c'est un mois fédérateur. Donc, c'est vraiment là où les personnes qu'on n'a pas vues tout au long de l'année, c'est là où on va se voir, c'est là où on va discuter, c'est toujours autour d'une table. Donc, c'est un peu difficile de ne pas avoir cette table garnie. Alors, je sais très bien que d'une manière générale, les médecins, les nutritionnistes encouragent à ne pas frustrer le corps, justement, encouragent à ne pas faire des restrictions pour ne pas, encore une fois, choquer le corps, et qu'il y a
par moment des permissions par-ci par-là. Alors justement, quel est le bon comportement aujourd'hui à avoir pour protéger son foie, particulièrement en cette période de Ramadan? Alors, par exemple, en tant que mes patients, par exemple, ce que je leur conseille, bon, je leur dis de faire des extras, 2 à 3 fois par semaine. Très bien. Voilà. 2 à 3 fois par semaine, des fois c'est beaucoup, disons 2 fois par semaine. Et puis, par exemple, un gâteau, qu'ils ne le prennent pas à part. Par exemple, Sahara, directement, ils vont prendre le gâteau parce qu'on va avoir un impact glycémique, un pic glycémique tellement important que avec le sucre, il va être stocké. D'accord? Donc, pour diminuer l'impact glycémique, ce que je leur conseille, de prendre de l'eau avec du vinaigre de cidre. D'accord. Avant la collation, avant le gâteau. Très bien. Ou là, par exemple, de l'eau avec des grains de chia. D'accord. Avec des grains de lin. Elles vont réduire l'index. En infusion? Oui. Oui. Comment on fait? C'est-à-dire, on les fait bouillir? Une petite cuillère, non, même pas. Une petite cuillère dans un verre d'eau. On laisse tremper une quinzaine de minutes. Très bien. Voilà. Après, on le prend avec. Donc, juste après le ftour? Juste après le ftour. Un C'est quart d'heure avant. C'est entre le ftour et Sahara. Alors, si on prend le gâteau juste avant le repas, ça, c'est pas un problème. Parce que notre estomac, il est plein. D'accord. Il y a déjà on a donné les salades, les fibres, voilà. Donc, avec le gâteau, il ne va pas avoir un impact direct sur le foie ou là sur un pic glycémique. Mais quand on prend le gâteau en dehors du repas, c'est-à-dire 2 heures, 3 heures, 4 heures après le repas, oui. Par exemple, ce que je fais moi personnellement, je prends de la salade verte. De la salade verte, je prends 3, 4, 5 feuilles. Ça donne, c'est riche en fibres. En bas, je prends le gâteau. Parce que ça va diminuer l'impact glycémique. D'accord. Voilà. C'est comme ça qu'on essaye de tricher. Voilà, de tricher. Voilà. Peut-être une pour petite rester marche en bonne santé. le soir. Oui. Peut-être une petite marche. Oui, après le D'autant repas. plus qu'il fait beau en ce moment. Donc on voit à travers la météo que quand même nous avons des journées quand même assez chaudes. Il fait plutôt agréable en soirée. Donc on peut se permettre probablement faire, une marche. Exactement. Sortir, faire 30 minutes de marche, c'est parfait. C'est parfait. Après, moi, ce que je conseille aussi, c'est d'éviter de manger trop tard la nuit. Parce que le foie, dans la journée, c'est vrai qu'il règle la glycémie, il fait les facteurs de croissance, il fait tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Mais le soir, à partir de minuit, il fait une autre activité. Il déclenche, c'est l'activité de la détox. Maintenant, par exemple, au-delà de 20 heures, il faut arrêter de manger pour éviter, c'est-à-dire le foie, mais il troche en conflit avec le cerveau. À un moment donné, il se dit, c'est l'heure de faire de la détox, et hop, il fait l'activité du matin. Voilà. Donc, essayez d'arrêter le McLA très tôt. Très tôt, c'est-à-dire environ aujourd'hui. Oui, Ramadan, 22h. Voilà. Moi, je dis 22h, c'est largement suffisant. Donc retardé au maximum. Au maximum. Voilà. Suhour retardé au maximum. Prendre un suhour protéiné pour pouvoir tenir la journée. Un suhour protéiné et riche en fibres. D'abord et bien s'hydrater. Surtout. Voilà, parce que comme on a dit déjà, les fibres, elle fait effet d'éponge. Elle va pomper avec l'eau et elle va le laisser comme réserve pour la journée. Voilà. Surtout que nous avons des journées assez chaudes. Assez chaudes. En ce moment, effectivement. On sort, on travaille, on bouge, on bouge. On se dépense la journée. On se dépense la journée. Ça. Voilà, en tout cas, merci beaucoup pour tous ces conseils. Avec plaisir. On se verra très prochainement, Inch'Allah. Pour le cholestérol, probablement. Il y a beaucoup d'idées reçues autour du cholestérol. Oui. N'est-ce pas? Oui. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Yasmine, toujours un plaisir de te recevoir parmi nous. Avec plaisir, merci. Merci, on se dit à très bientôt et on continue. On va se retrouver pour la dernière station de cette matinée pour parler un petit peu de ces soirées du mois de Ramadan qui se tiennent un peu dans les différentes salles de spectacle. Mais avant cela, je vous propose cette pause musicale en compagnie de Hania Barti. On se retrouve juste après. أدمين
الحجر أو جمال يوسف عطر قل لي يا لاحظ الغزال قل لي يا لاحظ الغزال آدمين مصبرني للتيهان غير نكايد ونزيد في الصبر وقلبي حيران الشاكي من حر الهيبو طول الدجايا سهران صرت كمال يرقان جرحي لا صبت طبيبو. Et c'était Hania Barti, elle est avec nous, hein. Hania Barti. Hania, bonjour. Bonjour, مرحبا بك سحر رمضانك. سحر رمضانكم, un bon ramadan pour tous les Algériens et tous les musulmans du monde. Ce qui paraît, les artistes ne se lèvent pas le matin. Moi, je suis matinale. يعطيك الصحة. Ramadan ou l'iftar, je suis matinale, voilà. Et parmi nous également, Kenza Hamouni, bonjour. مرحبا بك سحر رمضانك. Vous êtes les seuls artistes matinales en tout cas. N'est-ce pas? La plupart des artistes disent bon le matin. Le matin. On est en contact. Vous êtes en contact. Je vous remercie bien pour l'invitation. Merci pour l'invitation. Très contente. Marhaba. Et si vous êtes là, c'est parce que vous allez nous donner rendez-vous demain, n'est-ce pas? Demain soir, vous êtes invités alors. On vous invite bien sûr. C'est gentil, ce sera avec plaisir. Eh ben, demain, on sera en concert, moi et mon amie Kenza Hamouni, à la salle Ibn Zaydoun. Non, avec Ibn Khaldoun. Et voilà, Saïmen. Et Ibn Khaldoun avec l'établissement agriculture. Voilà. Ce sera à partir de quelle heure? 22h30. 22h30. Alors, vous allez passer en duo ou vous allez faire chacune sa partie? Non, chacune a sa partie. Elle va commencer. Son programme, moi, c'est d'accord. Alors, on va commencer par vous, Kenza. Alors, mais votre on programme. Oui, bien sûr, il y a toujours une continuité, c'est normal. Mais sinon, pour le programme, dans le mode de Ranmaya. D'accord. Je connais tous les modes. Sinon, je vais faire l'Arak ou l'Alghrib et vous allez faire le Ranmaya. Non, لازم نفهموا على le programme. Soit nous il y a plusieurs modes, plusieurs nouvelles. Mais Hawzi l'Andalou. Je suis à l'Andalou, un peu de Hawzi. Qu'on ne va pas tomber dans le même programme. Par exemple, elle devrait faire le Rim el-Maya et moi aussi je vais faire Rim el-Maya. Moi je vais faire un petit peu de andalous, du chabi, bien sûr, du chabi, beaucoup du chabi. Et Hawzi, voilà, des chansons. C'est, Inch'Allah, un programme riche et varié surtout. Voilà. Un cocktail, bien. Un cocktail. Voilà. C'est la variété, effectivement, qu'on recherche le plus. Exactement, un peu d'ambiance. Le public, il aime l'ambiance. Il aime l'ambiance et le public est très exigeant, finalement. Exactement. De la musique savante, surtout, n'est-ce pas? Parce que vous leur dites l'Andalou, si, ils aiment bien. Ils aiment bien. Moi, je suis une chanteuse de Sanaa. Ils aiment bien, mais pas. Il va trop lent. Oui. Il ne faut pas que ce soit trop lent. Voilà. Trop lent. Varié. Je suis un petit peu de Sanaa, du Chabi, du Hawzi, du chansonnette, oui, de la variété, parce que je sais très bien que le public, il aime beaucoup le rythme et l'ambiance, surtout les soirées de Ramadan. Voilà, la journée, et tout, et le soir, ils aiment bien de se défouler. Voilà. Se défouler, surtout. Voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va avoir finalement? Là, vous nous avez donné des généralités, un peu plus de détails. Je vais faire le. Inch'Allah, dans le mode de Ghrib. Inch'Allah. Un peu. Je suis en Qalabat, je suis en Srafat.
chez الحوازه خلاص bien sûr pour ah oui surtout voilà danse la خدي لي عليها هذه وانسيستي لاتسي لازم surtout la nuit مول المغرب يقول لازم ديرينا شويه شويه كيما لو مديح بينا نديروا لو مديح ومن بعد قلنا لهم ما نقدروش non vous savez Houda parce que le matin عنده وقت Kenza ما يكونش عندها beaucoup de temps elle a le droit de une demi-heure donc finalement le spectacle c'est combien de temps c'est normalement 2 heures ou 1 heure et demie et moi j'aurai le droit de 1 heure 1 heure ou 1 heure et demie alors أنا تكون عندي la chance de faire des مديح beaucoup de plusieurs programmes quoi voilà Moi, je vais faire du Amr Zahi, Inch'Allah, un bel hommage. Un bel hommage. C'est un bel hommage. J'ai préparé une qasida de Amr Zahi, Allah yarhamou. Et voilà, Inch'Allah, Madih, parce que de l'occasion de Ramadan, j'aime beaucoup le Madih, fait haq Rasoul, voilà. C'est bien. On va écouter, là, c'est un extrait de votre album, Kenza, n'est-ce pas? C'est la Nouba, Sika, dans le mode Sika. Voilà. Ou le premier, j'ai fait l'hommage à Fadila Diria. Ah oui. Allez, on va écouter. Il a eu le succès. Le premier, il a eu du succès. J'ai du succès. Inch'Allah, je vais entamer le 3e CD, Inch'Allah. Inch'Allah, c'est beau, hein. هذا القلب سيكا هذا القلب سيكا وما اللي بجسمي. Voilà, on a entendu Kenza chanter. Hania, tu veux pas nous faire un petit quelque chose? Comme ça, Ramadan de bon matin. ما نحبيت je vais vous faire en live un استخبار شباب peut-être ensemble اوكي ensemble يا ديري voilà تقدري شي القلب ديري شي كوراج انقلاب فوالا مورسو استخبار طبعا non c'est un انقلاب comme ça pour يا قلبي خلي الحال يمشي على حاله وترك جميع الأقوال وصغالي ما قالوا يأتي الفرج في الآن والفرج في الآن الحزن والسلوان كلهم بإذن الله اصبر على المحال حد سيف الرجل اصبر على المحال حد سيف الرجل. Bravo pour par rapport à... Bravo, le matin. improvisé. J'ai un استخبار تاني شباب صغير يعني نديروه في Pardon? un استخبار. Allez. الحباب الجالسين عالسلام الحباب الجالسين عالسلام وحشكم عذبكم لايبين الحباب الجالسين عالسلامة وحشكم عذبكم لايبين هو أنا في قعدتكم ديما زهير هو أنا في قعدتكم ديما زهير محلى الحباب كيدوموا هو أنا في قعدتكم ديما زهير
محلى الحباب كيدوموا يعطيك الصحة. برافو يعطيك الصحة يعطيك الصحة. magnifique. Vraiment magnifique. Oui, vraiment magnifique. En tout cas, à la touche de Fadila Djeria aussi. Ah oui, effectivement. Alors, vous nous disiez un troisième album bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, ce sera pour quelle période? Après le Ramadan, Inch'Allah. Inch'Allah. Le groupe, on prépare le groupe, bien sûr. Parce que le Covid, nous a tout. Oui. Voilà, il y a reprise. Oui, il y a retour à la normale. Ça a beaucoup changé. Ça a beaucoup changé, effectivement. Il y a retour à la normale. 4 ans, 5 ans, 2019. Alhamdoulilah, jazou. Et ça commence à بدينا كيما نقولوا نتنفسوا. Et on reprend la vie normale. C'est qu'elle a donc, je peux dire, تاع الكوفيد, d'accord. Mais alhamdoulilah, زعما رانا حاسين روحنا باللي بدينا من الديبي. Effectivement. Mais alhamdoulilah. Mais sinon Hania, un album en vue? Inch'Allah, des singles, un album, bien sûr, dans l'avenir, toujours dans le style. Je vais faire beaucoup de shabi. Sanaa, j'aime beaucoup. Un mode particulier? Comment? Un mode particulier? Non, il n'y a pas du shabi. J'adore du shabi, mais les modes en bainin, kain flandalouz. J'aime beaucoup le flamenco, le sika. J'aime beaucoup sika que j'adore. J'aime beaucoup Rmel. C'est des modes sont des modes bien sûr dans l'avenir qu'il y a un album. C'est pour bientôt? On est pressé. Bientôt, très bien. Moi aussi, je suis pressée. Moi aussi. Très bientôt. Parce que c'est vrai que, Hania, il faut dire que cette musique savante, elle a son public. Oui, elle a son public. Et son public lui reste fidèle. Hein. Et on voit que c'est un public qui grandit à chaque fois. Oui. Aujourd'hui, on voit les enfants, par exemple, avec les différentes académies, avec les différentes associations. Oui. N'est-ce pas? Exactement. Il y a une très belle relève. Il y a des adolescents qui aiment cette musique. Hein. C'est un plaisir avec tous les styles في الدوmaine la musique de jeunes et tout. Bon, ok, il n'y a aucun problème. Mais تلقايهم يحبوا la musique andalouse. C'est une musique noble. C'est vrai. Et classe que j'encourage les jeunes pour apprendre cette musique, certainement. Ce style de chanson. Et il faut dire aussi, les académies, les associations se sont multipliées dans plusieurs régions. Il y a beaucoup d'associations. Plusieurs associations. Et c'est ce qui permet d'ailleurs la protection. C'est un patrimoine. C'est un patrimoine. Oui, on a un grand public de cette musique. Effectivement. Alors, rendez-vous pris demain, Inch'Allah, à la salle Ibn Khaldoun. Ce sera à quelle heure? 22h? À partir de 22h30. Soyez nombreux et nombreuses. Merci beaucoup en tout cas, Hania, ça a été un plaisir comme à chaque fois. Kenza, merci beaucoup comme à chaque fois. Le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Et bien sûr que non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très agréable journée à tous. Je vous retrouverai avec un très grand plaisir dès demain à partir de 9h. Au revoir.